Alors voilà, vous allez cliquer sur Créer. C'est l'équivalent de menu fichier nouveau, bien sûr. Alors ici, vous allez choisir de faire un document pour l'impression. Et on va choisir un format lettre vertical. Ça, c'est bien. Ok, le format lettre par rapport à la 4, il est un peu plus large en fait. Hein. Il se rapproche plus du carré et ça peut vraiment être intéressant quand vous faites des publications de vous éloigner du format A4 qui a une connotation un peu administration, photocopieuse. Donc, si vous regardez les formats pour les magazines, par exemple, vous allez voir qu'il n'y a pas de magazine en double A4. C'est des formats un peu plus carrés. Format lettre, c'est pas mal. Donc, format lettre vertical. Ok, pour ce qui est du mode colorimétrique, on peut laisser en CMJN pour l'instant. C'est pas un problème. Voilà, vous connaissez bien sûr les raccourcis clavier, barre d'espacement pour bouger le document sur sa fenêtre. Alors, vous allez prendre la plume et on va faire une espèce de feuille d'arbre très rapide, feuille simple. Donc, vous prenez la plume, vous positionnez à peu près dans le haut de la page, vers le milieu, mais plutôt haut de la page, comme ça vous pouvez positionner la plume. Vous cliquez, sans bouger la souris, bien sûr, c'est juste un clic. Puis, vous allez plus haut, vous faites un cliquer glisser, vous allez faire comme ça une courbe. Voilà, il y a une grande tangente qui est apparue. Avec la touche Alt enfoncée, vous cliquez sur le point d'ancrage, le point du tracé là. Comme ça, vous allez supprimer la deuxième moitié de tangente. Sans la touche Alt enfoncée, vous revenez sur le premier point, vous faites un cliquer glisser et vous avez une forme de feuille qui n'est pas tout à fait symétrique, mais c'est pas grave, ça nous convient parfaitement. Je répète pour ceux qui auraient loupé, je vais supprimer ça avec la flèche noire, je sélectionne touche suppression, je recommence. Donc j'ai fait un point, j'ai cliqué, sans enfoncer le bouton à souris, je vais plus haut, je fais cliquer glisser, ça fait une tangente. Avec la touche Alt, je clique sur le point d'ancrage, ça enlève la deuxième moitié de tangente, qui ne va donc pas influencer la courbe suivante. Je vais sur le premier point, je fais un cliquer glisser, ça me fait une espèce de feuille, pas tout à fait symétrique, mais c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Donc voilà, c'est une feuille. Vous allez maintenant prendre la plume et faire la rainure. Donc vous allez positionner la plume, pas nécessairement sur le point d'ancrage là, vous allez mettre un peu plus loin, vous voyez. Vous faites un clic, voilà, et vous allez faire un deuxième point, ici, en bas, voilà. Et je réactive la flèche, et on voit la ligne que j'ai faite entre les deux. Alors, vous allez enregistrer ça, fichier enregistré sous, vous allez enregistrer dans un dossier que vous allez faire pour aujourd'hui. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va voir dans un premier temps? On va voir les transformations multiples. J'avais indiqué que c'est la version 0.1. Donc vous faites fichier enregistré sous et vous enregistrez dans un dossier que vous avez fait pour aujourd'hui. Voilà, transformation avec un S multiple. Voilà. Bien, la ligne droite que vous avez faite, vous allez pouvoir lui ajouter une courbure avec la plume. Quand vous vous approchez de la ligne, il faut qu'elle soit sélectionnée pour bien faire. Avec la flèche noire, il faut qu'elle soit sélectionnée. Vous allez avec la plume ajouter un point au milieu. Voilà. Et ce point, vous allez le bouger avec la flèche blanche. D'accord? Avec la plume, ajouter un point. Avec la flèche blanche, on peut bouger le point. Alors,
pour positionner le point, on a un gros problème, c'est que les repères commentés nous empêchent de bien le mettre là où on voudrait vraiment. Donc on va aller désactiver les repères commentés. Vous avez la même chose que moi quand vous essayez de bouger le point. Les repères commentés roses là nous empêchent de faire ce qu'on veut. Menu affichage, décocher repères commentés. Et là, on peut la placer librement là où on veut. Menu affichage, décocher repères commentés. Bien. Alors on a un petit widget pour les arrondis qui apparaît là, mais on peut aussi prendre la plume et avec la touche Alt aller mettre des tangentes en faisant un cliquer glisser sur le point. J'annule, je vous remontre avec la plume. En enfonçant la touche Alt, ça fait l'appel à l'outil de conversion. Cliquez glisser, ça ajoute une tangente et vous avez une courbure qui apparaît sur votre rainure de feuille. Voilà. Et ça peut être évidemment ajusté avec la flèche blanche sans problème. Voilà, donc si on regarde dans la palette des calques, on a deux objets en fait. Palette des calques, vous allez voir que vous avez deux objets, évidemment. La ligne et la forme de la feuille. On va peut-être agrandir un peu les vignettes de la palette des calques par le menu de la palette des calques. Option de panneau. Voilà, vous allez pouvoir agrandir. Ici, je vais mettre par exemple 60 pixels de taille de vignette. Donc, palette des calques, menu, fenêtre calque. Ensuite, menu de la palette des calques, option de panneau. J'ai mis 60 pixels de taille de vignette et on voit mieux quels sont les objets. Un peu à la manière de la palette des calques de Photoshop. Alors, vous allez mettre avec la plume, en dessous de la feuille, vous allez mettre un point. Donc, vous prenez la plume, en dessous de la feuille, comme ça, on clique, on a mis un point. Voilà, je réactive la flèche noire, et voilà. Et si je clique à côté, le point, on ne le voit pas, mais il est là. Il est là. Et vous allez voir qu'il a de l'importance pour la suite, pour faire notre transformation. Alors vous savez qu'à tout moment, vous pouvez basculer vers le mode sans couleur, le mode tracé avec CTRL Y sur le clavier du PC, commande Y sur le clavier du Mac. Ça correspond à affichage tracé et affichage aperçu. En affichage par tracé, le point il est visible, même s'il n'a pas de couleur, même si voilà, il n'apparaît pas dans l'illustration. On arrive à le repérer et à savoir qu'il est là. Ok, je repasse en affichage aperçu avec commande Y. Alors, ce dont tu parles, c'est ceci en fait. Quand tu actives un objet avec la flèche noire, tu as un cadre autour. D'accord, que je n'ai pas. C'est vrai que ça peut être intéressant d'aller désactiver ce cadre de transformation, parce que si on veut transformer des choses, on a l'outil de transformation qui est là, et on va l'activer, et le cadre, on l'a d'office. Mais c'est vrai que ça parasite peut-être un peu la vue quand on est en train de manipuler les objets avec la flèche noire. Donc, menu affichage, vous pouvez, si vous voulez, aller demander de masquer ici, le cadre de sélection, masquer le cadre de sélection. Comme ça, vous ne voyez plus ces poignées quand vous sélectionnez un objet. Donc, vous avez maintenant 3 objets dans la palette des calques. On va les grouper. Vous allez les sélectionner tous en faisant CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Et vous allez les grouper en faisant CTRL G ou commande G, ce qui correspond à objet associé. Objet associé, c'est commande G sur le Mac, CTRL G sur le PC. Vous avez donc un groupe avec dedans vos 3 objets. Parfait. On va enregistrer le document parce qu'il ne faudrait pas perdre ça. Et alors, sur ce groupe qui est actuellement sélectionné, vous avez la double rondelle ici dans la palette des calques, sur le mot groupe. Vous savez pourquoi il y a les petits signes inférieurs et supérieurs ici?
Ça indique que c'est Illustrator lui-même qui a fait l'objet, en fait. Que c'est pas quelque chose que vous avez dessiné vous-même. Tous les objets faits par Illustrator apparaîtront avec ces espèces de signes autour, tout simplement. Alors on va aller chercher un effet de transformation qu'on va mettre dessus. Si on va dans la palette aspect, menu fenêtre aspect, vous voyez qu'actuellement le groupe, il est indiqué groupe, le groupe n'a pas d'effets spéciaux sur lui. On va lui en mettre. Je suppose que tout le monde connaît la palette aspect, même ceux qui ont étudié, surtout ceux qui ont étudié Illustrator précédemment, ça vous dit quelque chose la palette aspect? Non. Apparu avec la version CS4 de Illustrator, c'est une des palettes les plus importantes. Tu connaissais? Ok. Vous connaissiez. Super. Alors on y va. Menu Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Vous avez la case aperçu qui peut être cochée parce que vous avez quelque chose qui est sélectionné, un groupe. Vous allez indiquer que vous voulez. Alors on va indiquer 5 copies, voilà, 5 copies. Pour valider ce qu'on met dans le cartouche ici, touche tabulation. Voilà. Alors, je vous rappelle que si par hasard vous avez cliqué sur OK pour retourner dans la boîte, il ne faut pas aller dans le menu Effet Transformation. Il faut absolument avoir le groupe là sélectionné. On voit que la cible est grisée parce qu'il y a quelque chose qui a été mis dans la palette aspect de ce groupe. Et c'est par la palette aspect que vous cliquez sur le mot Transformation. Voilà, donc surtout pas retourner dans le menu Effet si on a cliqué sur OK. Si on veut continuer à modifier ça, c'est dans la palette aspect, l'hyperlien, transformation. L'hyperlien, transformation ici. Alors rien ne se passe parce que les copies se font les unes au-dessus des autres. Même si on a la case aperçu cochée, normalement vous ne voyez rien. Alors vous allez indiquer ici en angle, éventuellement vous tapez 60. Touche tabulation pour valider, et voilà, on voit que la feuille se multiplie. Bon, alors chez moi j'avais l'impression que ça marchait plus, mais j'ai dû aller cliquer intempestivement sur ceci, j'avais décoché transformation d'objet, alors du coup, ça ne se faisait plus. Voilà, vous êtes à 60 degrés avec 5 répétitions, voilà. Ça, c'est pas mal, ce genre de choses. Alors, vous avez ici le point de référence. Par où se fait la transformation? Actuellement, la transformation se fait par le centre du groupe. Mais si vous cliquez ici en bas, le point de rotation sera la partie la plus basse de l'objet, c'est notre petit point perdu. Comme ça, voilà. Ça peut être intéressant. À partir de là, donc la rotation, c'est le point en bas au centre du groupe. Vous allez pouvoir prendre la flèche blanche et déplacer ce point. Vous prenez la flèche blanche, attention, tout est sélectionné, il faut cliquer à côté de tout, aller englober ce point, et vous le bougez. Donc vous déterminez la distance. Voilà, ça peut être intéressant de faire comme ça. Bon, vous enregistrez votre document pour ne pas perdre ça. Alors voilà, on va pouvoir zoomer en arrière et éventuellement agrandir le plan de travail. Puisque, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, dans Illustrator, le plan de travail, le format de départ, ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce qu'en général, on finalise
Dans InDesign, les affiches qu'on fait, ce n'est qu'une référence de départ, le plan de travail, mais rien n'empêche de prendre l'outil plan de travail et agrandir avec les poignées le plan de travail. Juste pour avoir le plaisir d'avoir du blanc sous nos illustrations, parce que on peut très bien travailler en dehors du plan de travail dans Illustrator, ça ne change rien. Donc vraiment, c'est juste une référence de départ, le plan de travail dans Illustrator. Il ne faut pas rester coincé avec ça et commencer à se dire « Ah tiens, j'ai fait mon illustration trop grande par rapport à mon format, je vais réduire dans Illustrator. » Non, agrandissez le plan de travail. Après, vous allez le mettre dans le format que vous voulez, dans InDesign. Alors, avec l'outil plan de travail, si jamais vous faites un clic et glisser en dehors, voire même, oui, dans ce cas-ci, pas par-dessus, mais voilà, il est possible de faire plusieurs plans de travail dans Illustrator. À quoi ça sert? Notamment, ça sert quand on fait du design de site web. On va pouvoir même faire en sorte que des éléments qui sont sur un des plans de travail se reportent automatiquement sur les autres. Typiquement, quand on fait des designs de site web, il y a des choses qui sont identiques sur chaque page web. Mais donc, faites attention à ça, et la touche suppression, si vous avez fait un deuxième plan de travail, il s'agissait juste d'agrandir le premier plan de travail avec l'outil plan de travail, en ayant bien sûr zoomé en arrière. Alors si, pour répondre à ta question, est-ce qu'on voit que c'est enregistré que les dernières modifications sont intégrées au fichier sur le disque dur? Oui. Regarde ici, sur le titre, et ça, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ne savent pas ici dans le local, il y a un petit astérix à côté du nom. Ça indique que depuis le dernier enregistrement, il y a eu des modifications. Si je fais commande Z, il disparaît l'astérix. Ça, vous ne saviez pas, peut-être. Non. Voilà. Par contre, c'est AI. Alors, on va prendre la plume et mettre un point sous la fleur. Voilà. On réactive la flèche noire quand on a fait ça. Donc, vous avez en dehors du groupe un point. Vous activez le tout. Commande A. Donc, bien sûr, les répétitions, là, ne s'activent pas. Ce ne sont pas des vrais vecteurs. C'est encore une transformation dynamique, modifiable. On pourrait ajouter plus de feuilles par la suite, si on voulait. D'accord? Les vecteurs n'apparaissent pas, mais... Alors, vous allez grouper ça, commande G, ou objet associé. Et voilà. Vous avez un groupe qui contient le groupe et le point. Et vous allez mettre sur ce groupe qui est sélectionné, le groupe est sélectionné, on est d'accord, vous allez mettre un effet de transformation, effet, distorsion et transformation, transformation. Voilà. Alors, à nouveau, vous allez pouvoir indiquer que c'est le point le plus bas qui sert de centre de rotation. Vous allez pouvoir indiquer, par exemple, 5 copies et un angle. Voilà. Et vous avez une répétition de notre touffe de 6 feuilles. Voilà. Vous cliquez sur OK. Et si vous voulez modifier ça, il faut aller dans la palette aspect, bien sûr, en ayant le super groupe sélectionné, on va dire super groupe. On clique sur le mot transformation. Bon, ben ça peut être sympa. Alors, ce que je vous propose, c'est de sélectionner donc le super groupe et d'aller modifier la transformation ici. On va indiquer qu'on veut seulement 3 copies. 3. Donc, 3, touche tabulation, voilà.
On va même indiquer 2, parce qu'il y a l'original plus les 2 répétitions. Je veux 3 touffes de feuilles comme ça, donc 2 copies. Voilà, voilà. OK. Et quand vous avez vos 3 touffes de feuilles comme ça, vous allez pouvoir prendre la flèche blanche et aller modifier la position du point qui est là, de manière à obtenir ce que vous voulez. Les feuilles qui se rejoignent un peu comme ça. Voilà. Voilà, transformation. Alors, on avait mis 60 degrés parce qu'il y avait 6 feuilles au départ. Mais là, on peut éventuellement essayer avec 120, puisqu'il n'y en a plus que 3. Voilà, 120. Logique, hein, ça dépend aussi du nombre de répétitions, si on veut que ça garde un côté géométrique. Flèche blanche, n'hésitez pas à aller modifier la position du point. Enregistrez votre document. Alors voilà, vous allez pouvoir à nouveau mettre le groupe ici, le super groupe, on va le mettre dans un groupe. Donc, vous allez faire n'importe quoi comme forme, à côté, peu importe, voilà. Vous allez sélectionner les deux, commande A, et vous allez le mettre dans un groupe, objet associé, commande G. Donc les transformations multiples, vous allez voir que ça peut vraiment être intéressant pour générer du graphisme. Donc on a un nouveau groupe qui contient lui-même un groupe qui contient lui-même un groupe. Bien, une fois que c'est fait, vous pouvez sélectionner la forme inutile que vous aviez faite, qui était juste là pour nous aider à faire le groupe. Parce que pour grouper les choses, il fallait avoir 2 choses. C'est pour ça. Alors, je vous rappelle que quand on veut avoir accès à l'entièreté d'une forme qui fait partie d'un groupe, il y a la flèche blanche plus qui est là derrière la flèche blanche. Vous pouvez utiliser la flèche blanche plus. Vous savez que vous pouvez même entrer dans le menu, aller jusqu'à la barre verticale ici, et détacher ça sous forme d'une palette qui vous permettra de passer rapidement à la flèche blanche normale et la flèche blanche plus. Donc, flèche blanche plus, je clique à côté, et je clique sur ma forme que je veux supprimer sur le bord. Enfin, ça marche aussi sur le fond, parce qu'il y a un fond blanc, en fait. Ouais. Et on la supprime. Voilà. Donc, très intéressant, cette flèche blanche plus, l'outil de sélection directe progressive qui permet d'avoir accès à un objet qui fait partie d'un groupe. On peut le sélectionner entièrement comme ça. Vous enregistrez le document, on n'est jamais trop prudent. Comme ça, en plus, vous gardez les différentes progressions dans notre document. Alors, on va faire à nouveau une transformation sur ce groupe, mais cette fois-ci, on ne va pas faire une rotation, parce que ça commence à bien faire, les rotations. Donc, vous allez sélectionner ce super groupe, et vous allez dans le menu. D'abord, on va vérifier dans la palette aspect. On n'a évidemment rien du tout. Ça indique juste un groupe, mais on n'a pas encore d'effets spéciaux sur ce groupe-là, on est d'accord. On va dans le menu Effets, Distorsion et Transformation, Transformation. Et là, vous allez pouvoir cocher la case aperçue, indiquer le nombre de copies, par exemple 7, touche tabulation, et jouer sur les déplacements. Ah oui, pas les mises à échelle, ce ne sera pas nécessaire ici, mais les déplacements, ça peut être bien de déplacer. Et la rotation aussi, tant qu'à faire.
Regardez ce que j'ai obtenu directement, rapidement, en tapant 2 déplacements et une rotation, une touffe de feuilles. Et ça a l'air un peu naturel, parce que c'est tellement le fouillis que on ne voit pas trop. Ok. Alors plus tard, en dupliquant 3, 4, 5, 6 fois, en dupliquant simplement ce groupe-là, on va pouvoir faire un arbre. On fera des branches avec les brushes artistiques. Ce sera l'occasion de voir des brushes artistiques et de les faire intelligemment avec un démarrage de brushes qui fonctionne, ce qui n'est pas évident. Donc, je vous rappelle que si ça vous plaît pas la transformation que vous venez de faire, vous avez toujours votre groupe sélectionné. Dans la palette aspect, vous cliquez sur le mot transformation. Donc, les 2 seules choses que j'ai faites ici, c'est un déplacement horizontal vertical et une rotation. Ça s'est fait avec le centre, là, sur le centre, il n'y a pas de problème. Ça, j'ai pas changé, et j'ai été indiqué cette copie, voilà. Voilà. Alors, il est possible que si vous avez un ordinateur un peu faible, la suite va être pénible, parce que c'est vrai que, voilà, ça demande des ressources informatiques. On va voir. Donc voilà, dans Illustrator, il faut utiliser les outils qui permettent de générer du graphisme, et avec de la richesse, et évidemment, on ne va pas passer des heures à dessiner plein de feuilles, on va utiliser ce genre de système, c'est bien. Bien alors ici, vous allez pouvoir dupliquer la totalité du groupe. Vous allez d'abord zoomer en arrière et prendre l'outil de plan de travail et agrandir. Voilà. Et puis vous allez, avec la flèche noire, sélectionner le groupe, et avec la touche Alt, vous allez faire une copie, parce qu'on va faire différentes manipulations pour voir un peu ce qu'on peut obtenir comme graphisme avec ça. Donc, vous avez sélectionné avec la flèche noire le groupe. Avec la flèche noire toujours, vous êtes mis sur un objet et vous l'avez déplacé en enfonçant la touche Alt, vous avez fait une copie du groupe. C'est comme dans tous les logiciels Adobe, la touche Alt, quand on déplace un objet, ça fait une copie. Enfin, tous. Je dirais pas tous, parce que je les connais pas tous. Personne ne les connaît tous. Mais bon. D'autant qu'il n'y a pas que la Creative Cloud. Vous savez que Adobe fait aussi d'autres logiciels en dehors de la Creative Cloud. Notamment, pour faire du e-learning, il y a Captivate, qui est un logiciel que je connais bien, mais qui est en dehors de la Creative Cloud. Et puis, ils ont plein d'autres logiciels pour gestion d'entreprise aussi. Voilà. Donc, on ne le sait pas toujours, mais Adobe, ce n'est pas que le graphisme. Voilà, alors la copie du groupe, on peut la verrouiller temporairement pour être certain de ne pas travailler sur elle. Donc, vous pouvez faire une sélection comme ça. Enfin, je veux dire, cliquer dans la deuxième colonne pour mettre le verrou sur le deuxième groupe. Comme ça, impossible de travailler sur la copie. En principe, c'est inaccessible. C'est celle de gauche, oui. Celle de gauche, chez moi, est inaccessible. Je vais peut-être verrouiller l'autre, voilà. Donc celle-là est verrouillée, celle de droite, et je ne peux travailler que sur celle de gauche. D'accord ? Alors voilà, on va pouvoir aller modifier la couleur des feuilles et voir ce que ça donne. Enfin, des feuilles, de la feuille. Vous arrivez à la sélectionner, enfin quand vous cliquez sur le groupe, vous voyez que ça se sélectionne. Bon. Alors, il faut faire gaffe. Quand vous avez affaire à des groupes, il faut faire très gaffe dans Illustrator, parce que il est possible de modifier la couleur de fond et de contour d'un groupe. Et ça se répercute sur les objets qui sont à l'intérieur du groupe. Mais ça pose des problèmes, il vaut mieux savoir ce qu'on fait. Nous, on va essayer ici d'aller modifier directement la couleur de l'objet, la feuille. Alors, 2 solutions pour le sélectionner. Vous ouvrez le groupe, puis encore, et vous retrouvez finalement vos formes de base, et il faut arriver à sélectionner la forme de la feuille, là, avec la cible. Et vous allez mettre la couleur sur cette feuille de base. Ou alors, autre solution qu'on aurait pu faire, c'est prendre la flèche blanche plus,
cliquez à côté de tout pour que tout soit désactivé, puis allez cliquer sur la feuille. Voilà. Et si vous ne voyez pas laquelle c'est sur laquelle il faut cliquer, bien sûr, vous faites commande Y, et comme ça, vous n'avez que les tracés. Et c'est facile de voir qu'elle est là, en réalité. Commande Y, voilà. Bien, donc actuellement, on a un fond blanc, un contour noir, je suppose que vous avez ça aussi. On va aller modifier ça. Donc, il vaut mieux y aller par le nuancier, on va créer une couleur dans le nuancier. Donc, menu fenêtre, nuancier. Alors, j'ai des grandes vignettes ici dans mon nuancier. Si vous voulez des grandes vignettes, c'est pas le menu de la palette nuancier. Il faut demander affichage par grande vignette, tout simplement. Alors, on a un document de type CMJN. Dans le nuancier, on est limité à des couleurs qui sont un peu ternes, pas très vives. C'est pas grave, dans un premier temps. Et même si on crée une couleur vive, elle n'apparaîtrait pas vive dans le document, je ne pense pas. On va d'ailleurs essayer, vous allez voir. Donc, est-ce que votre case de fond déjà est en avant-plan quand votre objet feuille est sélectionné? On va aller modifier le blanc, là. Donc, vous allez dans le menu de la palette nuancier, vous allez demander Nouvelle nuance. On va juste tester, on se dit, tiens, on voudrait un vert vif. On va aller chercher un vert vif. Donc, ici à mode, on va aller chercher RVB, parce qu'on sait que pour faire des couleurs vives, c'est du RVB qu'il nous faut. Et vous allez créer un vert vif. Voilà. Vous cliquez sur OK. Il est là. Et vous voyez qu'il n'est pas vif parce qu'on est dans un document CMJN. Et ça rabat d'office la couleur, ça la ternit, ça montre la couleur la couleur la plus proche imprimable. Et donc, pour certains sujets, ce ne sera pas génial de travailler en CMJN, il faudra travailler avec des documents RVB. Si vous faites du manga, si vous voulez faire des couleurs qui ont l'air fluo, du rose fluo, des choses comme ça va pas marcher. C'est juste pas grave ici, on continue comme ça. Bien, alors, on va pouvoir sélectionner maintenant, éventuellement, la ligne. Alors, la ligne, elle a aussi une couleur de fond et de contour. La couleur de fond pourrait être enlevée. Et on n'aurait plus que la ligne qui apparaît. Ou alors, vous la gardez et vous allez mettre une couleur vert différent à cet endroit-là. Il faut tester. Alors, il y a peut-être un vert clair qui existe déjà dans la palette nuancier. Vous pouvez tester, voilà. Alors, ce qui est génial dans Illustrator, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir les bonnes couleurs dès le départ. Vous pourriez avoir des goûts un peu pourris, et choisir les couleurs pourries, c'est très facile de changer les couleurs par la suite dans Illustrator. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Parfois, on peut se focaliser donc sur la conception graphique et les couleurs, en mettre, oui, ok, elles sont peut-être pas très très bonnes, et vous allez donc du coup les modifier par la suite. Donc vous avez enregistré, c'est parfait. Alors, une fois que vous avez mis les couleurs, il est possible encore de les modifier. Voyons un peu ça. Avec la flèche noire, cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné. La couleur que vous avez créée tout à l'heure, est-ce qu'elle a ce petit triangle à côté d'elle? En dessous, oui. Vous savez à quoi ça correspond, le triangle blanc qui est là? Vous avez tous le triangle blanc? Bon, donc vous avez bien cliqué avec la flèche noire à côté de tout, rien n'est sélectionné sur le plan de travail. Vous allez double-cliquer sur la couleur dans le nuancier. Alors, vous avez ceci qui est coché, global. Et ça, est-ce que vous savez ce que c'est? C'est super intéressant. Ça veut dire que quand vous mettez sur des objets une couleur qui vient du nuancier, il y a un lien entre la couleur du nuancier et les objets. Et on peut modifier la couleur des objets simplement en double-cliquant sur la couleur en la modifiant, sans devoir sélectionner les objets dans le document. Ça fonctionne comme ça dans InDesign d'office. Dans Illustrator, c'est pas toujours le cas, il faut parfois le demander.
Et donc là, ça devrait fonctionner avec la case aperçue si on modifie la couleur. Avec la case aperçue cochée là, vous devriez voir en temps réel derrière que ça se modifie. Voilà. Alors je vais vous demander de mettre une couleur de fond un peu claire parce qu'on va mettre une ombre et j'aimerais que l'ombre soit bien visible. Donc n'hésitez pas à modifier votre couleur pour qu'elle soit un peu plus claire. Si vous n'avez pas fait une couleur globale tout à l'heure, c'est parce que dans le nuancier, quand vous avez fait nouvelle nuance, ceci n'était pas coché. Et donc pour modifier la couleur de l'objet, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre la flèche blanche plus et sélectionner l'objet dans ce cas-là. Et modifier sa couleur de fond. Et faire une nouvelle nuance éventuellement avec global enclenché. D'accord? Donc très pratique ces couleurs globales, on y reviendra. Et c'est pour ça que vous pouvez faire des illustrations qui au départ n'ont pas les bonnes couleurs et très facilement faire plein de tests des variantes et choisir la meilleure. N'hésitez pas à enregistrer de temps en temps votre document. Donc, ce n'est pas obligatoire de faire ce qu'on va faire, mais on va faire des tests. Déjà, l'épaisseur du contour peut évidemment encore être modifiée, y compris la couleur, mais ça on verra plus tard avec l'autre bouquet de feuilles là à côté. Ce qu'on va faire ici, c'est sur cette forme de feuille basique qui est sélectionnée, absolument avec la flèche blanche plus, on va lui mettre une ombre. Donc vous allez dans Effet, Spécial, Ombre portée. Et vous pouvez cocher la case aperçue. Voilà. Et vous voyez que toutes les feuilles ont une ombre sous elles, bien sûr. Vous pouvez cliquer sur OK quand vous avez juste été chercher l'effet spécial. On va le modifier par la suite. OK. Pour modifier par la suite l'ombre, je vous rappelle qu'il faudra aller dans la palette aspect pendant que cette feuille de base est sélectionnée avec la flèche blanche plus. Et il faudra aller cliquer sur le mot ombre portée. Mais maintenant, je voudrais faire quelque chose, parce que je pense que ça va commencer à devenir un peu lent, Illustrator. Parce qu'il fait un rendu des ombres multiples, c'est compliqué pour lui. Zoomez un peu sur les ombres pour voir à quoi elles ressemblent. Elles sont bien lisses et correctement faites, on est d'accord. On va modifier le réglage de rendu des effets spéciaux. Et ça, c'est quelque chose de super important dans Illustrator. Le rendu des effets spéciaux. Alors regardez, vous allez tester après. Je vous montre, quand on fait un nouveau document, fichier nouveau, vous avez ici le mode colorimétrique, CMJN ou RVB, et vous avez les effets de pixelisation. C'est la qualité du rendu des effets spéciaux, notamment les ombres. Oui, c'est un logiciel vectoriel, mais bizarrement, on a une notion de pixels par pouce, mais c'est pour les effets spéciaux. On aurait pu, dès la création du document, demander que les effets spéciaux soient plus rendus avec moins de précision. Maintenant, c'est trop tard dans notre document ici pour le faire par la boîte nouveau document. Mais on va le faire par, ici, menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document. Donc, allez là-dedans, menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document. C'est valable pour tous les effets spéciaux qui seraient mis dans le document. Et là, vous allez indiquer Autre. Et vous allez par exemple indiquer 30 à la place de 300. Voilà. OK. Et alors, vous voyez que les ombres sont pixelisées. Et on pourrait se dire, oui, mais c'est moche, ça va pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, parce que juste quand le document sera fini, on peut remonter les paramètres de rendu des effets spéciaux et les ombres vont redevenir correctes. Il y a juste que là, ça va être plus rapide. Donc c'est dans Effets, paramètres des effets de pixelisation. J'ai par exemple indiqué 30 à la place de 300. D'accord. Donc,
c'est 10 fois moins, on est d'accord. 30, c'est 10 fois moins que 300. Donc, ça devrait demander 10 fois moins de ressources informatiques à Illustrator. Il va être 10 fois plus rapide pour dessiner les ombres, on est d'accord. Il dessine moins de pixels, donc c'est plus rapide. En réalité, il est 100 fois plus rapide, parce que la résolution, c'est calculé en pouces linéaires. Mais si on calcule en surface, c'est 10 sur 10. D'accord? Donc c'est 10 fois moins en hauteur, 10 fois moins en largeur. On est 100 fois plus rapide, en fait. 30 pixels par pouce, c'est 100 fois moins que 300 pixels par pouce. Quand on réfléchit en surface. Je vous prends ma calculatrice. Vous allez voir. Mais oui, mais ça, il faut le savoir, c'est vraiment très important. Et c'est une notion de résolution que peu de gens comprennent, et on y reviendra à la notion de résolution, de densité de pixels. Sur une distance d'1 pouce. Donc, 1 pouce, pour ceux qui ne savent pas, c'est 2,54 cm. C'est la mesure métrique anglaise 1 pouce. On était à 300 fois 300 pixels pour le rendu des ombres, ce qui nous fait 90 000 pixels. On est passé à 30 fois 30, on est à 900. C'est bien 100 fois moins que 90 000. On a 100 fois moins de calculs à faire. C'est excellent, ça. Vous pouvez enregistrer le document. Bien, alors pour cette partie-ci, on va dire que c'est bon. Ah oui, sauf que non, on n'a pas modifié l'ombre. On a juste pris les paramètres qui étaient venus. On va quand même les modifier. Donc vous avez toujours votre objet là qui est sélectionné avec la flèche blanche plus, la feuille. Dans la palette aspect, vous voyez les paramètres pour l'ombre, ombre portée. Vous cliquez sur le mot ombre portée. Avec la case aperçu coché, vous allez pouvoir changer. Et alors en général, on dit que 40% d'opacité pour l'ombre, c'est bien. Je mets 40, touche tabulation, et voilà. Alors vous voyez que contrairement à Photoshop, l'angle de l'ombre, c'est pas génial. Hein. Si on veut que ça aille dans l'autre sens, il ne faut pas hésiter à mettre du négatif ici. Je mets un petit signe moins avant la valeur, touche tabulation, voilà. Je le retire, touche tabulation. Ok, donc faut pas hésiter. Alors c'est vrai que les feuilles bougent quand on modifie l'ombre parce que elle fait partie de l'objet en fait. Elle fait partie du groupe sur lequel il y a une transformation, puis une seconde transformation, puis une troisième. Donc c'est pas étonnant que ça bouge un peu en fait quand vous mettez l'ombre. Je vous laisse choisir ce que vous voulez, sachant que ça peut être modifié par la suite. Bien, alors on va terminer la matinée avec ceci. Et puis après, on s'occupera de l'autre touffe de feuilles et on fera un effet graphique différent. Parce qu'ici, ça a encore un côté réaliste, mais après, on va obtenir quelque chose de très graphique sur le côté, vous allez voir. Grâce à des contours blancs, notamment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il faut absolument donc avoir votre feuille sélectionnée. Et on va lui mettre un effet de dégradé sur elle. Mais ça va être un dégradé du noir vers le transparent qui va se superposer au fond actuel de la feuille. Donc il ne s'agit pas de remplacer le fond actuel de la feuille, mais de mettre un deuxième fond qui contient un dégradé du noir vers le transparent. Ou du vert foncé vers le transparent, on va voir. Ça, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il est possible de mettre sur des objets plusieurs fonds. C'est un des grands avantages de la palette aspect de Illustrator. C'est une espèce, la palette aspect, une espèce de mini palette des calques qui concerne les fonds et les contours qui sont mis sur un objet. On peut mettre plusieurs fonds, plusieurs contours, c'est hyper puissant comme système. Donc vous avez sélectionné avec la flèche blanche plus votre feuille là. Vous voyez que vous avez actuellement un contour d'une certaine couleur. Vous allez le dupliquer ou demander dans le menu de la palette aspect d'ajouter un nouveau fond. Les deux fonctionnent.
Ici, je vais dupliquer. Je prends le fond, je l'amène là-dessus. Voilà, j'ai un deuxième fond sur cet objet. Alors attention au piège de la palette aspect, c'est que vous pourriez arriver à faire ça sans que l'objet soit sélectionné. Mais à ce moment-là, vous travaillez dans le vide. Vous allez faire tout un travail qui va servir à rien. Il faut absolument le faire quand l'objet est sélectionné, bien sûr. Alors voilà, sur ce fond, vous allez pouvoir mettre un dégradé à la place du fond. Donc on travaille bien sur le fond du dessus et l'objet est bien sélectionné, d'accord. Vous allez mettre à la place du fond là, vous allez mettre un dégradé. Par exemple, vous avez un dégradé du bleu au transparent là, vous le mettez. Voilà. Un dégradé du bleu au transparent. Et vous voyez que le fond original de l'objet, là, la couleur que vous avez choisie, est toujours là derrière, la couleur que vous aviez choisie. Mais vous avez mis un fond en dégradé sur cet objet. Alors, ce fond en dégradé, on va pouvoir modifier la manière dont il s'applique en utilisant l'outil dégradé. Activez l'outil dégradé. Tracer. Voilà, vous tracez dans un sens ou l'autre. Pas besoin d'annuler une fois que vous avez tracé. Vous pouvez très bien retracer. Donc ça enlève le dégradé précédent, tout simplement. Voilà. Voilà. Alors, oui, comme vous avez pu le remarquer, il y a d'autres manières d'appliquer les dégradés qui sont disponibles ici, radial, éventuellement. Mais ici, je reste en dégradé linéaire avec l'outil dégradé. Je décide dans quel sens ça s'applique. Et vous voyez, c'est génial pour faire des recherches de graphisme. On a fait ça avec une feuille, mais imaginez qu'on peut utiliser n'importe quel objet et le multiplier comme ça, et ça peut servir de fond pour une affiche. Par exemple, une affiche sur la propreté, vous pouvez prendre des déchets et les multiplier comme ça, faire plusieurs fois ça et les superposer, ça fait des amoncellements de déchets. Enfin, il y a plein de choses à faire. Bien. Donc, c'est très bien de pouvoir mettre un dégradé linéaire et même pouvoir le contrôler avec l'outil dégradé. Mais on va ici modifier la couleur du dégradé. Et la couleur du dégradé, vous allez pouvoir la modifier par la palette dégradé, menu fenêtre, dégradé de couleur. Voilà, menu fenêtre, dégradé de couleur, vous avez la palette dégradé qui arrive. Elle peut être agrandie si on veut. Vous voyez que, parce que quand on met au point un dégradé, on aime parfois voir bien précisément le dégradé. Donc, ça peut être agrandi. Et alors, vous avez ici votre dégradé qui était du bleu au transparent. C'était un des dégradés qui était fourni d'office dans le document CMJN de Illustrator. Vous avez la possibilité ici d'aller modifier la couleur en double-cliquant sur la petite cible ici. Vous avez toujours votre objet qui est sélectionné. Il faut qu'il soit sélectionné. On est en train de travailler sur cet objet. En double-cliquant sur la petite cible ici, on peut aller choisir la couleur du dégradé. Voilà. Du vert, par exemple. Du rouge. Enfin, tout est possible. Vous avez ici l'opacité de la couleur qui est indiquée 100%. Et de l'autre côté, c'est 0%, logique. Donc, il est possible d'aller mettre une couleur là. Mais elle va pas trop apparaître parce qu'elle est à 0%. On va voir le mixage entre le rouge et le jaune chez moi parce que je vais mettre du jaune. Voilà, on voit le mixage entre le rouge et le jaune, mais arrivé au bout, ça devient de la transparence. Donc n'hésitez pas, faites des tests, ajoutez une couleur aussi, et en cliquant sous le dégradé, vous pouvez aller ajouter une couleur. Je double-clique sur cette couleur que je viens d'ajouter. Voilà. Tout est possible. Pour retirer une couleur, c'est simple. On prend la couleur, on la sort. Elle se supprime, on fait un clic et glisser. C'est pas génial, ça? Il faut trouver des systèmes pour générer des graphismes, et tout le cours ici va être assez orienté vers ça. Comment générer des graphismes qui en jettent quand même, sans devoir passer des heures à faire du dessin, à dessiner. Il faut être assez axé quand même
un bon ratio entre l'énergie déployée et le résultat obtenu, quoi. Bien. Bon, ça c'est pas mal. Alors, dernière chose que je vous montre ici, et ça va devenir un peu lourd pour Illustrator. Il faut savoir qu'Illustrator, voilà, les gens qui connaissent Illustrator depuis très longtemps vont avoir tendance à penser que c'est un logiciel qui ne nécessite pas des ordinateurs puissants. C'est faux. C'était vrai dans les années 90. Illustrator mettait ça dans les entreprises sur les ordinateurs les moins puissants et Photoshop sur les plus puissants. Mais depuis lors, Illustrator demande beaucoup en ressources informatiques. Et si vous allez voir sur le site de Adobe, ils préconisent d'ailleurs des cartes graphiques NVIDIA pour accélérer le travail dans Illustrator. Les processeurs de la carte graphique vont servir à accélérer le travail vectoriel dans Illustrator. Autant acheter une carte compatible, parce que quand ils développent Illustrator, ils le font avec certaines cartes qui sont listées. Ils peuvent garantir qu'Illustrator fonctionne bien avec ces cartes graphiques. Donc tout ça pour dire que Illustrator est super lourd et lent, et qu'on peut accélérer grâce aux cartes graphiques. Alors, regardez cette dernière chose que je vais faire ici, ne le faites pas. Je sélectionne avec la flèche blanche plus la forme de la feuille. Dans la palette aspect, on voit mon dégradé ici et le fond. Sur le fond, je vais aller mettre du grain photo, parce que dans Illustrator, il y a des filtres photos de Photoshop. Menu Effets. Alors, effet, et alors ça va être effet, lequel c'est, où est-il? Il faut que je le retrouve, je recherche le grain. Le grain photo, il était dedans de artistique, oui, le voilà, c'est bien ce qui me semblait, je ne le voyais pas, artistique, grain photo, voilà. Alors, je vais zoomer, Alt roulette. Alors, le rendu est à 30 pixels par pouce, donc ce sera mieux quand on remontera à la fin du travail à 300 pixels par pouce, voire même plus. Vous avez donc la boîte de réglage du filtre qui apparaît. Je vais cliquer sur OK. Voilà. On voit qu'il y a du grain sur la feuille. Et le dégradé n'a pas de grain, lui. Et comment est-ce qu'on fait pour modifier les paramètres de grain? Ben, il faut déployer le fond et aller cliquer sur le mot grain photo. Il est là. Le grain photo est spécifiquement sur le fond. Si je veux qu'il soit sur tout l'objet de la feuille, je le prends, je le déplace en dessous, là. Il est sur tout l'objet. Vous voyez que le dégradé subit le grain aussi. Mais si je veux qu'il soit uniquement sur le fond, je le mets sur le fond. C'est uniquement le fond qui subit. Si je veux qu'il soit uniquement sur le dégradé là au-dessus, je prends, je le mets sur le dégradé. Il y a uniquement le dégradé qui subit le grain. Vous voyez, c'est génial ça. C'est génial, des effets spéciaux qui peuvent s'appliquer sur un fond seulement. Voilà. Et alors, si je veux voir vraiment ce que ça donne, je peux temporairement aller dans les paramètres des effets de pixelisation, remonter à 300 pixels, OK, et ça va recalculer. Voilà. C'est ça que ça donne. Et ça donne une touche un peu naturelle au travail, là. Là, je vais retourner dans Effets, paramètres des effets, et je vais aller modifier ici. Je vais passer à, par exemple, on va passer à 100 au lieu de 300. Voilà, ça reste acceptable comme rendu. C'est quand même 9 fois plus rapide. Hein. 100 au lieu de 300, c'est 9 fois plus rapide. Et alors, petite astuce que je vous donne, il faut savoir que les documents Illustrator, les exemples que Adobe vous montre d'Illustrator pour montrer ce qu'on peut faire avec le logiciel, ils sont quasiment tous passés dans Photoshop. On fera ça aussi. On finalise les documents Illustrator dans Photoshop en appliquant des filtres, notamment le filtre d'atténuation utilisé, non, le filtre d'accentuation, pardon, utilisé d'une manière détournée pour donner du punch aux images. Donc, faut pas essayer de tout faire dans Illustrator. Même le grain qu'on vient de faire là, on aurait pu le faire dans Photoshop, parce que les objets Illustrator peuvent être récupérés en tant que calque dans Photoshop. Et on peut leur mettre des effets spéciaux. Donc, il faut vraiment utiliser Photoshop en complément de Illustrator. Et c'est ce qu'on va faire, on va tester ça. Alors, vous enregistrez le document. Vous aurez l'occasion de tester donc l'application de ce grain sur un des fonds.
Ça commence à devenir lent à enregistrer. Je voyais pas cette boîte jusqu'à présent. Bien sûr, ce qu'on vient de mettre au point ici, c'est un style graphique. On est d'accord. Tout le contenu de la palette aspect, là, c'est un style graphique. On pourrait le stocker quelque part dans Illustrator et le réutiliser n'importe quand, sur n'importe quel objet. Même sur du texte. On va tester ça après si vous voulez. Donc, vous enregistrez votre document sous un nouveau nom. Alors ici, ce qu'on va faire, parce que c'est un petit rappel intéressant, c'est que on va stocker la description de la feuille, là, on va la stocker en tant que style graphique. Donc vous devez avoir la feuille sélectionnée uniquement avec la flèche blanche plus et l'aspect qui est là, qu'on voit, on va le stocker en tant que style graphique. Vous allez dans la palette des styles graphiques, menu fenêtre, style graphique. En ayant la feuille sélectionnée, il suffit de cliquer sur le bloc de feuille là, et ça doit vous créer le style graphique. Vous avez une petite prévisualisation là. Autre solution, ça aurait été de transporter le petit carré qui est là dans la palette aspect, le transporter vers la palette style graphique, ça marche aussi. Oui, c'est super important de ne sélectionner que la feuille, parce que si vous sélectionnez le groupe, vous allez créer un style graphique qui décrit le groupe. Et le groupe n'a pas de couleur sur lui. Pas de couleur de fond, de contour, en principe, il a... Voilà, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il faut utiliser la flèche blanche plus, cliquer à côté de tout et cliquer sur le bord de la feuille, là. Pas ça, le bord de la feuille, pas la nervure. Voilà. Voilà, le style graphique étant créé, il va pouvoir être utilisé sur d'autres objets. Ou sur le même objet, vous allez voir pourquoi, parce que nous allons maintenant faire un petit test. Je me demande, tiens, si sur cette feuille on mettait un effet de motif entre le dégradé et le fond qui a du grain, un effet de motif, juste pour tester, tant vos machines survivent, pourquoi pas, on va le faire. Vous avez toujours votre feuille qui est sélectionnée? Vous la sélectionnez si ce n'est pas le cas. On va ajouter un fond. Donc dans le menu de la palette aspect, ajouter un nouveau fond. Le fond, vous le déplacez entre les deux autres. Et vous allez lui mettre un motif. Voilà, vous avez par exemple un motif qui existe déjà dans la palette nuancier. Un motif qui existe dans la palette nuancier. Bien sûr, on peut aller en chercher plein d'autres dans Illustrator, sur le web, on peut les faire soi-même aussi, les motifs. Ce sont des choses qu'on verra, parce que je suis pas certain que tout le monde sait faire des motifs. Ah tiens, au fait, une nouveauté de la version Photoshop 2021, il y a une palette des motifs pour faire des motifs comme dans Illustrator. Une palette des motifs, ceux qui connaissent déjà un peu la palette des motifs de Illustrator qui existe depuis la version 16.6, maintenant on sait faire des motifs comme ça dans Photoshop. C'est assez génial. Voilà, en ayant votre feuille sélectionnée avec la flèche blanche plus, vous allez pouvoir cliquer sur le bloc de feuille dans le bas de la palette style graphique. Et voilà un nouveau style graphique qui arrive. Donc là, on est en situation où on fait des recherches. On fait des recherches pour savoir ce qui est le mieux. Et la démarche idéale, c'est de stocker les différentes recherches et puis après, on va les comparer. Bon, là, je vais peut-être aller dans le réglage des effets paramètres des effets de pixelisation, parce que ça devient quand même lent. À la place de 30 pixels par pouce, je vais indiquer... À la place de 100, je vais indiquer 30 plutôt, voilà. Voilà, comme ça, c'est un peu plus rapide. Bien sûr, on a l'impression que c'est un peu pourri. Il y a des escaliers sur le bord, mais en réalité, on pourra faire remonter ça après, quand on aura fini.
ça n'influence que l'affichage, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Que l'affichage et bien sûr aussi l'exportation, l'utilisation du fichier ailleurs. Voilà, alors vous connaissez les modes de fusion dans Photoshop, je suppose, dans la palette des calques. Eh bien, vous avez la même chose ici dans Illustrator, en ce qui concerne les différents fonds d'un objet. On verra aussi plus tard, bien sûr, qu'entre des objets, ça marche aussi, mais là, on est à l'intérieur d'un objet, sur les différents fonds, à l'intérieur de cet objet qui est sélectionné. Et l'opacité ici, si vous cliquez sur le mot opacité, sur le fond de votre motif, la opacité, vous allez pouvoir modifier, bien sûr, son opacité. Si on indique ici 20, touche tabulation, il est à 20%, et on ne le voit plus, quasiment. 50, touche tabulation. Voilà, ça c'est une chose qui peut être faite. C'est sympa aussi. L'opacité, je vais stocker, encore dans la palette style graphique. Je stocke en cliquant sur le bloc de feuilles. Ça prend un peu de temps pour arriver, mais voilà, finalement ça arrive. Autre chose, toujours sur le lien opacité, je vais pouvoir changer le mode de fusion ici. Alors, avec la roulette de la souris, si vous faites fonctionner la roulette au-dessus du mode ici, vous allez pouvoir changer le mode de fusion et vous voyez ce que ça donne derrière. N'hésitez pas à stocker quand vous envoyez un que vous trouvez sympa. Alors, il y en a un qui peut être intéressant, c'est le mode lumière. Non, dans ce cas-ci, pas lumière crue. On va aller dans le menu directement parce que là, on ne voit pas trop. Voilà. Luminosité, voilà, c'est ça, luminosité. Luminosité se sert du motif pour modifier l'intensité lumineuse de ce qui se trouve en dessous, le fond. Donc, en fonction de la couleur du fond qui est derrière, ça va donner quelque chose de différent. N'hésitez pas à stocker chaque fois le style graphique. C'est un enregistrement de l'aspect, en quelque sorte. Ça peut prendre du temps pour arriver. Voilà. Etc., etc., je vous laisse choisir. Vous pouvez changer aussi la couleur de fond de votre objet, en faire une nouvelle, ce serait bien. Menu ici, menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. Avec la case globale cochée, c'est toujours mieux. Et vous pouvez aller changer la nuance du fond qui est en dessous. Voilà, elle est là. Voilà, ça change. Etc., etc. On ne va pas aller plus loin. Ce n'est pas un exercice vraiment de création graphique, c'est pour comprendre comment les choses fonctionnent. Donc je suppose que vous commencez à comprendre à quel point ça peut être vraiment puissant, cette palette aspect, avec cette possibilité de mettre autant de fonds et de contours qu'on veut, des effets spéciaux sur tout l'objet ou sur certains fonds, sur certains contours aussi d'ailleurs. Les modes de fusion qui peuvent être changés, c'est assez fou ce qu'il est possible de faire. Voilà, n'hésitez pas à enregistrer. Alors, chez certains parmi vous, la palette aspect et la palette style graphique sont réunies ensemble. C'est quand même plus pratique de les avoir, dans ce cas-ci, côte à côte. Vous prenez simplement l'onglet de la palette style graphique et vous le détachez. Vous avez une palette style graphique comme ça. Voilà. Alors, pour modifier la taille du motif sur la feuille, vous savez comment on fait? Ah, ça, il y a plusieurs solutions. Si vous faites une recherche sur Google, on va vous parler de la touche tilde sur le clavier qui permet de faire ça. Mais c'est parfois assez compliqué de la trouver, la touche tilde sur le clavier, et ça marche pas toujours. Donc, je vais vous montrer la technique qui fonctionne toujours quand on veut modifier la dimension d'un motif qui est appliqué sur un objet. Déjà, il faut que votre objet soit absolument sélectionné avec la flèche blanche plus. C'est évident. Ensuite, dans la palette ici aspect, il faut que ce soit le fond qui contient le motif qui soit activé. Ça veut dire que vous travaillez spécifiquement sur cet objet, d'accord, mais spécifiquement sur son fond qui contient le motif. Vous allez double-cliquer sur l'icône de mise à échelle. Je ne parle pas de l'outil de transformation, je parle bien de l'outil de mise à échelle, qui est un outil plus ancien que l'outil de transformation dans Illustrator. On double-clique sur lui dans la palette des outils, et ça fait apparaître une boîte.
Ici, dans l'outil de mise à échelle, vous allez décocher transformation d'objet et vous allez garder coché transformation de motif. Du coup, la mise à échelle ne va agir que sur le motif, pas sur l'objet. On ne veut pas redimensionner la feuille, on veut redimensionner le motif à l'intérieur. Ici, vous allez pouvoir indiquer, par exemple, uniforme, 50%. Vous cochez la case aperçue, le motif va se réduire à 50%. Voilà. D'accord? Et ainsi de suite. 66%, touche tabulation, il est à 66%. 150, touche tabulation, il est à 150. Donc c'est vous qui voyez à quelle dimension vous voulez le mettre. Attention, ne mettez pas sur... Enfin, je pense que ça ne fait plus planter Illustrator, mais précédemment, si vous mettiez par exemple 1%, motif à 1%, il se répète combien de fois plus dans la forme? On aurait tendance à dire 100 fois. Sauf que non, c'est plutôt 10 000 fois. Et ça faisait planter Illustrator au niveau du calcul. Rien qu'en demandant une redimension du motif à 1%, voire même à 5%, le principe elle-même, ça multiplie trop le motif. Donc faites gaffe, mais je pense qu'ils ont résolu le problème de ce plantage. Voilà, ok. On clique sur la feuille dans style graphique, et voilà, vous avez stocké. Bien, je vous remontre. La feuille étant toujours sélectionnée dans la palette aspect, le fond qui contient le motif étant toujours sélectionné, je double-clique sur l'outil de mise à échelle. Je vais revenir et je vais modifier. Alors, le pourcentage, c'est toujours par rapport à la dimension actuelle du motif quand vous êtes retourné dans mise à échelle. D'accord? Donc, si vous remettez 66% là, vous n'allez pas retrouver exactement ce que vous aviez juste avant avec 66%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est 66% de la taille au moment où vous êtes entré dans la boîte. Voilà, donc n'hésitez pas, 33% ici, voilà, etc. Voilà, ok, je clique sur l'outil de création de style, etc., etc. Et on peut enregistrer le document par sécurité. Comme ça, tous ces styles enregistrés vont ne pas être perdus, c'est sûr. Voilà. Et là, vous allez pouvoir faire des tests. Vous allez pouvoir passer d'un style graphique à l'autre et comparer. Alors, il serait possible aussi de dupliquer l'objet, d'appliquer un style sur un objet, un autre style sur un autre objet. Voilà, c'est vous qui allez pouvoir voir ça. Vous testez, vous regardez. Peut-être que vous êtes à côté de votre client qui est en train de regarder, qui vous dit ce qu'il en pense. Les clients ont toujours de très bons goûts et ils s'y connaissent mieux que les graphistes, c'est connu. Voilà, vous testez les différents styles et vous allez pouvoir choisir lequel est le plus approprié. Et peut-être qu'une fois que vous avez choisi le plus approprié, vous pouvez faire des variantes au départ de celui-là. Et petit à petit, vous vous approchez de quelque chose qui est très bien. Et donc, tout ça est utilisable dans d'autres documents Illustrator. Grâce à une petite astuce qu'on va voir, on peut transférer ça facilement dans un autre document Illustrator et l'utiliser sur n'importe quel autre objet. D'accord, en supposant que vous avez choisi le style graphique qui convient pour la suite, voilà, c'est bien. Les autres sont là, c'est très bien. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez créer n'importe quelle forme. Voilà. Bon, elle utilise en tant que fond la dernière chose qui a été utilisée dans le nuancier, c'était un motif. Mais ce n'est pas vraiment mon style graphique. Alors, vous appliquez sur cette forme que vous avez faite, vous appliquez le style graphique que vous avez mis au point. Alors, peu importe donc la forme, parce qu'elle va juste servir de transport du style graphique d'un document à l'autre, vous allez voir. Alors, quand vous avez fait votre forme avec le style graphique, vous faites un commande X sur le Mac, CTRL X sur le PC, vous la coupez, donc c'est ce qui correspond à édition coupée. Alors, vous créez un nouveau document. Voilà. Pour l'impression, format lettre verticale, c'est bien.
Alors, le document précédent qui est là sous forme d'onglet, vous pouvez le fermer parce qu'il ralentit tout. On va le fermer. Vous pouvez même enregistrer les modifications s'il le propose. Voilà. Comme ça, on se débarrasse de ce document qui contient quelque chose d'assez lourd. Et je vais d'ailleurs vous montrer comment exploiter des choses lourdes comme ça dans des documents Illustrator plus grands. On peut importer un document Illustrator dans un autre. Et ça, c'est léger. Vous allez voir. Voilà, vous vous retrouvez seulement avec un document. Et alors, si on regarde la palette style graphique, les styles graphiques qu'on a fait précédemment n'y sont pas. D'accord? Ben, vous collez. Voilà votre objet qui arrive. Et le style graphique est là. Vous pouvez même supprimer l'objet là après l'avoir collé. Il a juste servi de transport du style graphique d'un document à l'autre. Ah oui, il y a aussi un dégradé qui est arrivé. Je n'avais pas montré, mais le style graphique, il utilisait un dégradé et des couleurs aussi. Elles aussi sont arrivées d'office, celui-là. Bien, on va tester ça. Vous allez faire plusieurs objets, notamment, voilà, vous pouvez faire des étoiles si vous voulez. Vous allez chercher l'outil ellipse, vous entrez dans le menu, vous allez sur la barre verticale et vous faites vos différentes étoiles. D'accord. Elles arrivent avec le motif. Elles arrivent avec le motif, mais c'est pas encore le style graphique. On est d'accord, hein? Alors, vous allez les grouper. Vous faites un commande A, commande G, donc CTRL A, CTRL G. Et dans la palette des calques, vous avez obtenu un groupe. Alors là aussi, il va falloir éventuellement que je remodifie les options panneaux, mais c'est pas obligatoire, bien sûr, comme on avait fait tout à l'heure au début. Donc sur le calque, on a un groupe qui contient différentes étoiles, voilà. Et on n'a pas encore appliqué le style graphique sur elle. Bien. Alors voilà. Appliquez le style graphique que vous avez transféré. Cliquez sur le style graphique dans le bas de la palette style graphique, je veux dire. Dans la palette style graphique, vous appliquez le style graphique. Vous retrouvez votre ombre, le dégradé, etc. dessus. Bien. Alors regardez ce qui s'est passé. Le style graphique s'est mis sur le groupe. Il s'est mis sur le groupe. Et ça veut dire que, en principe, tout objet qui sera mis dans le groupe va recevoir ce style graphique. Je vais tester ça. Je fais en dehors du groupe une étoile. Je lui mets une couleur de fond. Ici. Voilà, je lui choisis une couleur de fond. Bien. Cette étoile, je vais la glisser dans la palette des calques, dans le groupe. Ah, elle n'a pas reçu le style. Elle a reçu l'ombre, en fait. Elle a reçu l'ombre, mais le fond, elle n'a pas reçu. Elle a reçu tout, chez toi? Le contour, d'accord. Bon, peu importe son emplacement ici dedans. Donc, elle a reçu quand même quelque chose qui vient du groupe. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est à éviter de mettre des choses sur les groupes, des couleurs de fond, des couleurs de contour. De mettre des choses sur les groupes, c'est absolument à éviter. Ça va vous embrouiller, vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer. Donc, oui, on va éviter ça. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dissocier, en fait. Hein. Vous allez faire objet dissocié. Donc, ce qui vous permet d'enlever le groupe. Et là, vous retrouvez votre étoile là qui ne subit pas l'ombre. Si vous voulez mettre le style graphique sur les étoiles là, il faut les sélectionner et mettre le style graphique comme ça. Voilà. Elles ont chacune le style graphique. Donc, méfiez-vous absolument de ça. Quand vous mettez un fond ou un contour ou quoi que ce soit, un effet spécial, faites gaffe que ça se mette pas sur le groupe. Ou alors, si ça se fait sur le groupe, vous savez ce que vous faites, vous comprenez que c'est là qu'il faut aller le modifier.
Alors pour transférer des styles graphiques d'un document à l'autre, il y a d'autres solutions. On peut aussi les stocker dans une bibliothèque. Et cette bibliothèque sera accessible au départ de n'importe quel document. Mais ça, on n'a pas fait. On a fait juste le transfert avec un objet qui servait de support pour le transfert, donc notre copier-coller du cercle. Pas de problème. Alors ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un peu de place pour mettre du texte. On va essayer le style graphique qu'on a mis au point, on va l'essayer sur du texte. Donc vous prenez l'outil texte et vous allez cliquer sans bouger la souris, parce qu'on veut faire un texte de ligne, une ligne de texte. Voilà. Et vous allez taper un nom. N'importe quoi. Juste quelques lettres. On va agrandir le texte ici avec l'outil de transformation manuelle. Vous activez l'outil de transformation manuelle. Vous prenez une poignée du coin avec la touche majuscule enfoncée, la touche Shift. Je dis en anglais parce que quand je dis touche majuscule, il y en a beaucoup qui ne voient pas de quoi je parle. Ils enfoncent la touche verrouillage majuscule à la place. C'est pas ça, c'est la touche majuscule, la touche Shift, pas la touche Caps Lock. La touche Shift avec la touche majuscule qui reste enfoncée jusqu'à ce que tout soit fini. Voilà, donc touche majuscule, je lâche le bouton de la souris, puis la touche, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dès qu'on fait du texte dans Illustrator ? Vérifier quoi ? L'approche entre les lettres, les caractères, est-ce qu'il est bon ? On peut demander au logiciel de le faire pour nous-mêmes, vous vous souvenez ? Vous connaissez ? Ça, c'est super important. C'est une des parties les plus importantes du cours d'aujourd'hui. Quand vous faites du texte dans Illustrator ou Photoshop ou InDesign, il faut demander au logiciel de faire l'approche de paire, P-A-I-R-E, l'approche de paire automatiquement, en mode optique. Et pour ça, on va chercher la palette caractères. Menu fenêtre, texte caractère, par exemple. Menu fenêtre, texte, caractère, c'est une des manières d'y arriver. Sinon, vous aviez aussi l'hyperlien ici au-dessus. Un hyperlien caractère qui vous permet d'afficher la palette caractère. Et là-dedans, ce qui nous intéresse, c'est l'approche. L'approche qui est ici, voilà, qui est en automatique. La palette caractère, voilà. Alors si vous passez en métrique, vous ne voyez aucune différence sur le texte qui est sélectionné. La ligne de texte est sélectionnée, vous êtes passé en métrique au lieu de auto, aucune différence. Ça veut dire qu'on était en métrique. Ça veut dire qu'automatiquement, Illustrator applique le système d'approche de paire métrique. Passez maintenant en optique, regardez ce qui se passe au caractère. Voilà, il se repositionne. Il se repositionne. C'est Illustrator qui, pour vous, a repositionné les lettres les unes par rapport aux autres pour que le mot fasse bloc. Voilà, ça c'est un boulot de graphiste depuis très très longtemps, bien avant l'infographie, arriver à faire du lettrage avec des espacements entre les caractères qui sont corrects. Et ce n'est pas si évident que ça. Mais voilà, vous avez maintenant le moteur de typographie de Adobe qui est capable de faire ça, même sur tout un livre, sur des centaines de pages d'un livre, entre chacune des lettres de la page, il va vous faire ça. C'est génial. Dans certaines boîtes, on va vous dire qu'il ne faut pas le faire pour certaines raisons, mais ce sera très rare. La plupart du temps, vous allez enclencher cette option. Ça fait du texte beaucoup plus beau. C'est ce qu'on appelle le gris typographique. Ça vous dit quelque chose, cette notion de gris typographique ? Je vais vous montrer ça. Donc, le texte qui est passé en optique, quand vous mettez le curseur texte entre les caractères, vous voyez que c'est indiqué entre parenthèses, ça vous indique que c'est le logiciel lui-même qui a choisi le réglage, l'approche entre les paires de lettres. Vous pouvez facilement aller modifier. Dès que vous modifiez, les parenthèses s'en vont. Avec la touche majuscule, quand vous cliquez sur la petite flèche ici, ça va plus vite pour bouger. Voilà en résumé le fonctionnement. C'est super important de comprendre ça et de maîtriser ça.
Je peux vous garantir qu'en tant que graphiste, on voit tout de suite quand il y a quelque chose qui va pas au niveau de l'approche, de pair, et c'est vraiment dommage, quoi. Alors, donc, bad kerning examples, des exemples de mauvaise approche de pair, mauvais espacement entre les mots. Donc, on a dit ici, massage therapist, ça fait therapist, le violeur. C'est nul, vraiment. Ici, c'est pas mal, ça. On croirait voir fuckering lights, alors que c'est flickering lights. Ah ben oui. Ah oui. Kid sex change. Vous voulez changer le sexe de votre enfant, voilà, à la place de kids exchange, voilà, bon. Ah oui, celui-là, click lovers, ça fait dick lovers. Ah oui, le Megaflix qui devient Megafux. Oui, c'est excellent. Donc faites gaffe quand même, l'approche de pair, ça compte. Voilà. Vous faites une petite recherche sur Google si ça vous amuse, images quand vous aurez le temps à vos moments perdus, longue soirée d'hiver, bad kerning examples, et vous allez en trouver plein, c'est rigolo. Mais franchement, je vous invite aussi à vous inscrire dans des groupes Facebook et LinkedIn ou autres, hein, Instagram ou n'importe quel réseau que vous voulez. Il y a plein de graphistes qui échangent des choses. Ça fait partie de la culture. Plus vous voyez des choses, voilà, des choses à ne pas faire, moins vous avez de chance de les faire. Et plus vous voyez des choses bien, plus vous êtes inspiré pour faire des choses bien. Voilà. Alors on va faire un petit jeu, vous allez sur le web, vous allez taper dans Google ou dans n'importe quel moteur de recherche, vous tapez The Kerning Game. Est-ce que quelqu'un connaît ce jeu intelligent, ce serious game? Je vous l'avais montré? Tu connaissais? Non, c'est pas The Curling Game. Hein, c'est kerning. C'est l'approche de pair. Alors, vous tapez ça dans Google et pas dans la partie image, mais dans la partie résultat. Vous tombez sur Kern Type, The Kerning Game. Et vous allez pouvoir jouer à ça. C'est justement un jeu pour graphistes. Il s'agit de mettre les lettres correctement. Alors, vous les bougez à la main, voilà. Ou alors, vous les sélectionnez et avec les flèches au clavier. Ah ben non, ici ça ne marche pas avec les flèches au clavier. Bon, faut le faire à la main. Bizarre, ils ont peut-être modifié le moteur. Alors, il ne faut pas hésiter à s'éloigner pour essayer de voir les choses correctement. Hein. N'hésitez pas à vous éloigner. Vous allez faire Done. Et ça vous dit à quel point vous êtes bon, 68% ici, et ça vous montre là où ça aurait dû être en principe. Next, etc. Vous bougez. Ah tiens, ici, on ne peut plus bouger au clavier, c'est pas grave. On le fait à la souris. Donc je voulais chipoter avec ça, vraiment c'est intéressant. Ils ont refait le site, à mon avis, et c'est des mots différents d'avant. C'est un peu plus difficile quand même. Hein. Un peu plus difficile qu'avant, je trouve. Il y a des mots plus grands, plus longs. Avant, c'était des mots plus courts. Il y en a quelqu'un qui connaissait vraiment? Non? Personne? Ah ben voilà. Vous avez encore appris un truc. Ah tiens, 100%, c'est pas mal. Pourtant, je suis pas tip-top, hein, mais bon. Voilà, ça peut vraiment être intéressant parce que ça fait vraiment des qualités du graphiste, ça, cette capacité à bien régler les approches entre les lettres. Alors, de retour dans le fichier ici, dans le document. Donc, voilà comment mettre le style graphique sur le texte. Il vaut mieux, en fait, quand vous travaillez du texte dans Illustrator, retirer tout fond ou contour qui aurait été mis par la palette des outils. Et vous pouvez appliquer le style graphique, et voilà ce que ça donne, c'est pas mal. En cliquant simplement sur le style graphique qu'on applique sur la ligne de base.
Donc, faut surtout pas sélectionner les caractères avec l'outil texte sélectionné comme ça et mettre dessus. Non, c'est sur la ligne de base qu'on met les styles, les dégradés, les motifs, etc. Voilà. Ça marche? Alors, on va pouvoir fermer le document et on va aller rechercher un des précédents. Voilà. Un des précédents, il va s'occuper de l'autre partie, là. Ok, vous pouvez enlever l'œil en face du groupe qui requiert pas mal de ressources informatiques. Comme ça, le rendu ne se fera plus sur ce groupe-là. On va déverrouiller l'autre partie qui est là. Voilà, cette partie-ci sur laquelle on va travailler. Et on peut même verrouiller celle-ci. Voilà, c'est fait. Alors, on va terminer avec des choses ici. Une chose assez simple, c'est voir comment exploiter ceci différemment au niveau du graphisme. Alors, je vous montre. Vous sélectionnez avec la flèche blanche, vous sélectionnez votre feuille. Donc, à la fois l'extérieur de la feuille et la nervure, donc touche majuscule éventuellement, où vous englobez. Donc, les deux sont sélectionnés. On a donc affaire à une feuille avec un fond blanc. On est d'accord? Fond blanc pour la feuille. Vous l'avez? Fond blanc, contour noir. Ici, même chose, fond blanc, contour noir. Ok. Donc les deux sont activés. On va simplement inverser les deux couleurs. Ici, avec la double flèche. Voilà. Et vous obtenez ceci, ce qui graphiquement peut être intéressant. La superposition de toutes ces formes noires vous fait des formes que vous allez pouvoir coloriser en fait au final. Voilà, avec la flèche blanche, on va aller bouger les extrémités parce qu'on va faire en sorte que la nervure centrale crée réellement deux formes séparées. Donc, flèche blanche, vous cliquez à côté, vous prenez l'extrémité, vous la bougez. Voilà. En bas aussi, donc toujours avec la flèche blanche. En bas, je clique sur l'extrémité, je l'amène là. Voilà, j'ai vraiment deux formes distinctes pour faire plusieurs couleurs, ce sera sympa, ce sera bien. Au niveau de l'épaisseur, n'hésitez pas à jouer sur l'épaisseur, fenêtre contour. Fenêtre contour, quand vous sélectionnez avec la flèche blanche plus, vous sélectionnez l'extérieur de la feuille. Là. Vous allez pouvoir jouer sur le contour. Voilà. Ça peut être très intéressant au niveau graphique. N'hésitez pas à enregistrer le fichier. Jusque-là, ça va, vous voyez la démarche. On essaie de créer des formes noires qu'on va pouvoir coloriser. Alors, il y a peut-être un peu trop de transformation, donc peut-être que la transformation ici sur le super groupe, on va la désactiver temporairement. Parce que ça crée énormément de fouillis à l'arrière et pour arriver à coloriser ça, ce sera difficile. Donc, vous sélectionnez le super groupe dans la palette des calques et au niveau de sa palette aspect, vous allez pouvoir
désactiver la transformation en enlevant l'œil en face. Voilà. On va peut-être faire comme ça, mais du coup, ça ne fait pas exactement ce qu'on voudrait. Donc, on va la laisser, excusez-moi. On va la laisser comme ça. Laissons-la. Ok, donc il nous faut nos superpositions. Donc finalement, je désactive pas la transformation. Et vous allez transformer en image ceci. Vous allez comprendre pourquoi après. Parce qu'en fait, je voudrais que ce qui est blanc, les traits blancs, et ce que je vous explique ici est vraiment une astuce super intéressante. Je veux que les traits, les contours blancs soient de la transparence, qu'ils creusent. Et si on affiche le damier de transparence ici dans Illustrator, on va voir que c'est pas de la transparence, c'est du blanc. Alors allez-y, faites affichage, affichez le damier de transparence. Voilà, vous voyez que les contours blancs, c'est vraiment du blanc, quoi. Moi, je voudrais que ça devienne de la transparence, toutes ces choses blanches. Donc, l'astuce que je vous donne ici est super intéressante pour faire du graphisme avec des contours blancs qui se transforment en transparence. Vous pouvez, si vous voulez, oui, on va sélectionner donc le tout, voilà, et on va transformer ça en une image. Menu objet pixelisé. Objet pixelisé, on peut pixeliser à 300 pixels par pouce, ça devrait le faire. Ok. Et voilà, vos vecteurs sont transformés en une image. Si vous zoomez, vous allez voir des pixels. On est d'accord? Et maintenant, l'astuce consiste à revectoriser cette image. Donc, on a transformé des vecteurs en images, on les retransforme maintenant en vecteurs. Mais au moment où on les transforme en vecteurs, on va dire que le blanc doit devenir transparent. Donc, menu fenêtre, vectorisation de l'image. Fenêtre, vectorisation de l'image. Voilà, dans la vectorisation de l'image, menu fenêtre, vectorisation de l'image. Où se cache-t-elle? Ici, elle est là. Vous cochez la case aperçue pendant que votre image est sélectionnée. Elle est bien sélectionnée, votre image. Vous avez un cadre, des points autour. Dans la palette des calques, à la place du mot groupe, vous avez le mot image maintenant. Bon. Donc, vous cochez. Ok. Il y a un petit message qui dit que ça risque d'être lent, mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà, voilà. Et, dans les options ici de vectorisation, les options avancées, vous allez cocher « Ignorer le blanc ». Du coup, ce qui était blanc devient transparent. En principe, les autres réglages sont bons. Voilà. Alors, je me rends compte que la nervure ici était peut-être un peu trop fine. Bon, rien n'empêche d'annuler alors. Annuler la vectorisation, annuler la transformation en image avec le commande Z. Voilà. Revenir sur la feuille, sélectionner la nervure avec la flèche blanche plus. Voilà. Ok, donc j'épaissis un peu quand même. Sinon, ça crée un problème. Donc je recommence le processus. Voilà, je suis revenu 2 fois en arrière avec commande Z, CTRL Z sur le PC. J'ai annulé la vectorisation, j'ai annulé la transformation en pixels. J'ai été sélectionné avec la flèche blanche plus la nervure, je l'ai épaissi avec la palette contour. Là, je resélectionne dans la palette des calques la palette des calques. Je vais resélectionner donc le groupe. Voilà. Et donc, le processus, c'était objet pixelisé. OK. Enclencher la vectorisation dans le panneau vectorisation. Voilà. Cocher, ignorer le blanc. Et voilà, ça marche peut-être un peu mieux là. Oui.
Et ça, c'est du graphisme qui va pouvoir être intéressant. On va pouvoir mettre des couleurs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre un peu ce qu'on veut comme couleur, mais Illustrator possède plein de systèmes pour vous aider à choisir les couleurs. Il y a des harmonies de couleurs qui sont prévues. Il peut les appliquer sur des illustrations. On peut faire plein de tests. Quand vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer le document. Voilà, à partir d'ici, vous pouvez enlever le damier de transparence parce que vous avez pu voir que c'est de la transparence. On n'a plus de contours blancs, on n'a plus que des formes noires. Alors, donc, c'est menu affichage, masquer le damier de transparence. Et on va pouvoir coloriser une à une les feuilles. Si on veut, on va mettre d'abord une couleur générale parce qu'il y en a beaucoup et puis on ira en coloriser certaines différemment. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a dans la palette des calques? Ben, on a une image qui se trouve dans une vectorisation dynamique, ça veut dire modifiable. Vous avez le mot vectorisation de l'image, on est d'accord? C'est donc l'image est toujours là, mais on ne la voit pas dans la palette des calques, elle est à l'intérieur de cet objet vectorisation de l'image. On va décomposer la vectorisation de manière à voir des vecteurs apparaître. Parce que pour l'instant, voilà, on ne sait rien, on ne sait pas modifier les couleurs. On a juste des vecteurs, on voit que c'est des vecteurs, on n'avait pas vérifié d'ailleurs, mais si vous zoomez maintenant, contrairement à tout à l'heure, vous ne voyez plus les pixels, vous voyez des vecteurs bien propres. Génial. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est décomposer, objet, vectorisation de l'image décomposée. Menu objet, vectorisation de l'image décomposée, quand vous avez votre objet vectorisation sélectionné, bien sûr, vous avez un groupe de vecteurs qui apparaît. Et là, vous allez pouvoir lui mettre comme couleur de fond ce que vous voulez. Vous mettez la case fond à l'avant-plan. Case fond à l'avant-plan. Vous choisissez ce que vous voulez dans le nuancier. Pour décomposer la vectorisation, j'aurais pu faire objet, décomposer l'aspect, mais je suis allé spécifiquement sur objet, vectorisation d'image décomposée. Objet, vectorisation d'image décomposée. Voilà, case de fond en avant-plan, vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà. Et puis vous allez pouvoir, normalement en cliquant à côté, vous allez pouvoir aller déposer d'autres couleurs sur les fonds. Oui, ça fonctionne. Du nuancier. Voilà. Vous voyez, c'est même pas sélectionné là. Hein. C'est même pas sélectionné, mais je peux aller déposer d'autres nuances et faire un truc sympa. Voilà. Donc ça, vous connaissiez peut-être pas, cette possibilité de coloriser les objets en déposant dessus. On peut aussi activer plusieurs objets avec la flèche blanche plus, parce qu'on a affaire à un groupe. Si je prends la flèche noire, tout se sélectionne. Donc je clique à côté, flèche blanche plus, je peux aller activer certains fonds, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, comme ça, aller les activer, et appliquer la couleur, voilà. Dans le nuancier, je recommence, clic, majuscule, clic, et voilà. Il y a un côté aléatoire, comme ça, à l'application des couleurs, c'est bien. Voilà, si vous voulez mettre une troisième couleur, ça peut être bien aussi. Je ne mettrai pas plus de couleurs, il faut rester sobre en fait. Hein. Enfin, ça dépend pour quelle illustration. Hein. Parfois, ça se justifie de faire des choses qui sont très colorées, mais voilà. Donc là, je mets 3 couleurs différentes en fait. J'ai utilisé 3 brins différents. Amusant, ça. N'hésitez pas à enregistrer quand vous avez fait ça. Donc, je viens d'appliquer des couleurs aux objets. Ces 3 couleurs-ci, en fait. Celle-là, celle-là et celle-là. On est d'accord? Ce ne sont pas des couleurs globales. Et le fait de double-cliquer sur elle et d'enclencher global ne va rien changer. Le lien avec les objets n'est pas fait. Donc je ne sais pas double-cliquer sur la couleur, la changer et faire en sorte que les objets changent de télécommander. Donc ce que je vais utiliser ici, c'est une astuce qui est super intéressante à connaître dans Illustrator.
Je sélectionne, si je veux changer par exemple la couleur de tous les bruns foncés ici, c'est un brun plutôt foncé, oui, on est d'accord, hein. Il y a là, le brun moyen et le brun clair. Le brun foncé, là. Je sélectionne un des objets avec la flèche blanche plus, je demande menu sélection identique, couleur de fond. Vous connaissiez ça? Sélection identique, couleur de fond. Tous les objets qui ont cette couleur de fond-là se sélectionnent. Je peux aller, et cette fois-ci, je vais peut-être créer une couleur globale. Comme ça, en plus, je pourrais la télécommander. Je vais aller changer la couleur. Je vais aller lui mettre une couleur, peu importe laquelle. Voilà, vert foncé. Voilà. Je recommence avec le brun ici. Je sélectionne le brun moyen. Sélection identique, couleur de fond. Et je vais pouvoir aller créer une couleur de préférence globale. Ici, nouvelle nuance. Voilà. Global, c'est coché. Ok, super. Je vais mettre ça. Voilà. Et même chose pour les autres. Et on peut même mémoriser les sélections. Et ça, on verra une autre fois, mais on peut les avoir dans le bas du menu sélection pour ne pas chaque fois devoir refaire la sélection. On peut la mémoriser un peu comme dans Photoshop. Je fais pour le brun foncé ici, sélection identique, couleur de fond. Voilà. Je vais créer une nouvelle nuance. Ok. Une nouvelle nuance qui va, pas trop de noir, global. Voilà. Ok. Eh bien, à partir de là, bien sûr, sans avoir rien qui est sélectionné, puisque j'ai créé des couleurs globales. Tiens, il y en a une qui n'est pas globale. J'ai foiré. Si? Ah non, non, elles sont là toutes les trois, voilà. Ok. 1, 2, 3. Elles sont là toutes les trois. Voilà. Sans avoir rien sélectionné, je peux aller maintenant double-cliquer et changer encore les couleurs en télécommandant et en regardant ce que ça donne directement dans l'illustration avec la case aperçue. Voilà, voilà. Ah mais voilà, c'est des outils qui permettent d'être créatifs et d'augmenter la productivité. C'est à connaître. Je trouve que c'est super méconnu, c'est dommage, ce système de sélection par fond identique, couleur de contour identique, etc.